Dans certains cas rares et tragiques, les enquêtes sur les personnes disparues s'enlisent en quelques semaines, et la personne disparue n'est jamais retrouvée, même des décennies après les faits. Dans d'autres cas, cependant, elles sont finalement retrouvées, et elles ont généralement une histoire très intéressante à raconter. Numéro 10. En 1975, un homme de 22 ans, nommé Travis Walton, travaillait comme bûcheron dans la forêt nationale Apache Sitgreaves, en Arizona, lorsqu'il a disparu sans explication. Lorsqu'il a finalement été retrouvé, il a raconté une histoire que la plupart des gens ont eu beaucoup de mal à croire. Le site en question se trouvait près de Turkey Springs, et ce jour-là, le 5 novembre 1975, Travis Walton et son équipe travaillaient dur. Travis travaillait comme bûcheron depuis moins d'1 an, et bien que le travail soit extrêmement exigeant, il semblait l'apprécier. Le projet d'exploitation forestière sur lequel il travaillait avait pris du retard, mais l'équipe continuait à s'y consacrer et progressait régulièrement chaque jour. Chaque soir, à la fin de leur service, le groupe d'hommes, qui comprenait John Goulet, Dwayne Smith, Alan Dallas, Kenny Peterson, Steve Pierce et Mike Rogers, rentrait chez eux ensemble en voiture. Mais ce jour-là, quelque chose d'étrange attira leur attention. Les 7 bûcherons remarquèrent tous une lumière étrange émanant du fond de la forêt, et ils décidèrent d'aller enquêter. En s'approchant de la zone, ils virent un objet en forme de soucoupe qui semblait s'être écrasé au sol. Ils se souviendraient avoir vu un faisceau de lumière provenant de l'objet, et la plupart d'entre eux étaient trop stupéfaits pour s'en approcher davantage. Tous, sauf Travis, restèrent à distance. Travis, incapable de contenir sa curiosité, s'approcha de l'objet malgré les avertissements de ses collègues. Il rapporterait qu'un faisceau de lumière jaillit de l'objet, frappant Travis en pleine poitrine et le soulevant du sol avant de le projeter violemment au sol à nouveau. Cela terrifia les 6 autres hommes qui prirent immédiatement la fuite, mais ils jurèrent de revenir pour vérifier l'état de Travis. Ils attendirent un moment pour voir ce qui allait se passer, et lorsque tout sembla calme, ils retournèrent sur les lieux, mais furent consternés de découvrir que Travis n'était plus là, et ils se précipitèrent en ville pour signaler sa disparition. Alors qu'ils racontaient leur histoire à la police, les enquêteurs étaient, à juste titre, sceptiques. Mais ils ont rapidement commencé à soupçonner que le groupe de bûcherons avait inventé une histoire pour couvrir le fait qu'ils avaient mis fin à la vie de Travis au fond de ces bois. Ils ont tous accepté de passer des tests au détecteur de mensonges, et ils les ont tous réussis. Pendant les 5 jours suivants, ils sont restés convaincus que Travis pouvait encore se trouver quelque part dans les bois. Mais la police est restée méfiante. Mais le 10 novembre, tout a changé. La famille de Travis a informé les autorités qu'il les avait contactés depuis une cabine téléphonique à Heber et qu'il avait confirmé l'histoire des hommes. Il a ajouté qu'il avait été enlevé par d'étranges créatures et qu'il avait été emmené dans un autre système solaire où il pouvait voir toutes les étoiles autour de lui, mais ni soleil ni planète. Il a décrit les créatures comme étant petites, avec de grosses têtes et vêtues de combinaisons marron. Ils ont soigné ses blessures de l'incident précédent, mais lorsqu'il a essayé de se libérer, il a de nouveau perdu connaissance et s'est finalement réveillé à Heber. Aujourd'hui, son histoire reste l'une des plus emblématiques dans l'étude des extraterrestres. Et elle est souvent racontée par les ufologues comme une preuve de la vie extraterrestre. Numéro 9. D'après tous les témoignages, le mois d'août 1976 a été très chaud et humide à Bethesda, dans le Maryland. C'est ici que Dennis Rarik, âgé de 35 ans, a disparu après avoir laissé une note énigmatique qui a laissé sa famille perplexe pendant 14 ans. À l'époque, Denis s'était fait un nom en tant que mathématicien et expert en informatique, et il avait présenté un article sur le calcul linéaire à La Haye, laissant ses collègues scientifiques très impressionnés. Bien que la cause n'ait jamais été révélée, on sait qu'il était tombé dans une profonde dépression, ce que son père confirmera pendant les années où Denis était porté disparu. Malgré cela, il n'y avait jamais eu le moindre signe qu'il voulait abandonner sa famille, ce qui rendait sa disparition d'autant plus bouleversante. Un jour, au cours de ce mois-là, il est simplement sorti de son appartement, laissant derrière lui la plupart de ses effets personnels. Lorsqu'il n'a pas donné de nouvelles à ses amis ou à sa famille, ceux-ci l'ont signalé comme disparu, et la police du Maryland a lancé une enquête. Lorsque l'appartement de Denis a été fouillé, ils ont découvert que son portefeuille, sa voiture, ses documents personnels et d'autres effets avaient été laissés sur place, ainsi qu'une note inquiétante qu'ils ont eu du mal à comprendre. Elle indiquait qu'il avait décidé de partir, je cite, « pour un type de voyage dont on ne revient jamais ». Étant donné ses difficultés connues avec la dépression, cela a causé beaucoup d'angoisse à sa famille, car il n'avait aucune idée de ses intentions. Finalement, les jours sont devenus des semaines, puis des mois et des années. Pendant tout ce temps, son frère gardait l'espoir que Denis était toujours en vie. Mais finalement, les tribunaux ont décidé de le déclarer légalement décédé. Ce n'est que 14 ans plus tard
que le mystère fut enfin résolu. Sa famille apprendrait que Denis avait changé son nom pour Leonard Cohen et vivait à San Marcos, en Californie, où il avait commencé une nouvelle vie avec une nouvelle famille qui n'avait aucune idée qu'il était porté disparu. Il n'avait pas non plus parlé de son passé à cette famille, et sa femme a dû accepter le fait que Léonard était en réalité Denis, un homme au passé auquel elle n'avait jamais eu accès, et qu'il avait 7 ans de plus qu'il ne le prétendait. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait décidé de disparaître, il a déclaré que ce n'était pas un événement en particulier, mais que sa dépression avait fini par devenir insupportable. Il a lancé une entreprise en tant qu'ingénieur en conception d'algorithmes à Mira Mesa et a finalement obtenu son master. Il a finalement trouvé le courage de révéler son ancienne vie à sa nouvelle famille, après quoi il a contacté son père pour lui annoncer qu'il était bel et bien en vie. Depuis, il s'est excusé auprès de toutes les personnes concernées, déclarant qu'il sait avoir causé beaucoup de chagrin et de tristesse par ses actes, et il a finalement retrouvé son père. Malheureusement, sa mère est décédée sans jamais savoir ce qui était arrivé à son fils. Et après ces révélations, il a choisi de rester en Californie avec sa seconde famille. Numéro 8. Lorsque Kenneth Rodman, âgé de 55 ans, a disparu dans des circonstances extrêmement inquiétantes en 2010, ses amis et sa famille étaient certains qu'il avait perdu la vie dans un tragique accident. Mais la vérité était bien plus étrange. En décembre de cette année-là, il vivait en Californie, mais il a décidé de partir en voyage dans le Queensland, en Australie, où il séjournait chez un ami. La maison en question était située à Mowbray, près de Port Douglas. Et il allait souvent faire du kayak sur un plan d'eau à proximité. Le 21 décembre de cette année-là, tout semblait normal. Du moins selon l'ami de Kenneth, qui ne s'en est pas inquiété lorsque Kenneth lui a dit qu'il repartait une fois de plus faire du kayak. D'habitude, il s'absentait quelques heures avant de revenir à la maison. Mais ce jour-là, ce ne fut pas le cas. Lorsqu'il n'est pas revenu à la maison à la tombée de la nuit, son ami s'est inquiété et a contacté la police pour signaler qu'il était préoccupé par la sécurité de Kenneth. Une recherche a immédiatement été lancée. Mais la rivière, où il était sorti sur l'eau, n'a donné aucun indice sur ce qui lui était arrivé. Les recherches ont duré plus de 2 semaines, et finalement la mauvaise nouvelle est tombée. Le kayak de Kenneth avait été retrouvé sur la plage de Mwangi, à environ 16 km de Mombasa, d'où il était parti. Ce qui inquiétait le plus les enquêteurs, c'était le fait que la zone était connue pour ses eaux infestées de crocodiles, et ils ont commencé à envisager le pire. L'explication la plus logique était que Kenneth avait eu un accident qui l'avait fait passer par-dessus bord, après quoi il avait été attaqué par des crocodiles. Cela expliquerait certainement pourquoi aucun autre indice n'a été trouvé dans l'eau, mais comme cela n'a pas pu être confirmé, son dossier est resté ouvert. Les autorités remettaient son dossier à l'attention du public à intervalles de quelques années, dans l'espoir que quelqu'un ait trouvé un indice, mais Kenneth restait introuvable. Son nom a été ajouté au registre des personnes disparues du Queensland et sa photo était rendue publique de temps à autre, mais sans succès. Le sergent Ed Lucan, qui faisait partie de l'enquête initiale, se souviendra plus tard qu'il s'était toujours demandé ce qui était arrivé à Kenneth. Il avait toujours gardé l'espoir qu'il réapparaisse quelque part, mais compte tenu des détails de sa disparition, cela semblait assez improbable. À un moment donné, des témoins ont signalé avoir aperçu Kenneth à Townsville et à Cooktown, mais ces pistes n'ont jamais abouti lorsqu'elles ont été vérifiées. Puis en juin 2015, 5 ans après sa disparition, l'affaire a finalement été résolue. La police de Smithfield a été envoyée à une adresse de la région vers 2 heures du matin, car quelqu'un avait signalé un cambriolage. Sur les lieux, Kenneth est passé à vélo, ce que les policiers ont trouvé suspect, et ils lui ont ordonné de s'arrêter. Kenneth a tenté de fuir en abandonnant le vélo, mais il a été retrouvé par une unité canine et placé en garde à vue. Il a immédiatement avoué qu'il était Kenneth Rodman, disparu depuis 5 ans. Et comme il n'avait rien à voir avec le cambriolage, l'affaire a été résolue par pure coïncidence, puisqu'il s'était simplement trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Kenneth a été expulsé vers les États-Unis, où il a été informé qu'il avait une pension alimentaire impayée de 50 000 $. Numéro 7. Vers le milieu de l'année 2014, Christina Ray Davison, âgée de 43 ans, se trouvait dans une situation difficile, car sa relation avec son mari, Craig Davison, s'était effondrée. Le 20 juillet de cette année-là, il avait été arrêté après que Christina ait informé la police qu'il l'avait agressé, bien qu'il ait ensuite été relâché sans être inculpé. À cette époque, ils vivaient tous les deux à Kilgore, au Texas, et lorsqu'elle ne s'est pas présentée à son service dans un restaurant Whataburger, ses collègues ont commencé à s'inquiéter pour son bien-être. Ils ont contacté la police pour signaler son absence, et une enquête pour disparition a été lancée. Des recherches ont été menées près de son domicile, mais sans succès, et personne n'a pu expliquer où elle avait pu aller, ni s'il s'agissait d'un acte criminel.
Quelques jours plus tard, l'affaire a pris une tournure sinistre lorsque le portefeuille de Christina a été retrouvé sur le bord d'une autoroute à Marshall. Cette zone a alors également été fouillée de fond en comble, mais les enquêteurs n'ont trouvé aucune autre trace d'elle. Son téléphone portable restait introuvable, tout comme sa Toyota Camry noire de 1992. Avec tous ces détails qui ont été révélés, ses amis ont déclaré qu'ils ne s'attendaient pas à ce que Christina soit retrouvée vivante, et ils soupçonnaient qu'elle avait été victime d'un acte criminel. À l'intérieur de sa maison, la police a trouvé des signes de lutte, et le FBI a été sollicité pour rejoindre l'enquête. Ils ont rapidement déterminé qu'elle avait été enlevée, et ils ont traité son affaire comme une enquête pour homicide. Dans sa chambre, la police a remarqué des traces de coupures sur son matelas. Et ils ont révélé que du matériel biologique avait été retrouvé à différents endroits de la maison. Plusieurs de ses amis se sont manifestés pour suggérer qu'elle avait été dépouillée ou enlevée, possiblement par son ex-mari. Après avoir examiné tous les faits connus de l'affaire, il a été annoncé que Craig était considéré comme le principal suspect dans la disparition de Christina. Et le 29 juillet, il a été placé en garde à vue pour une accusation d'agression physique sans lien avec la disparition de Christina. Le public a été invité à signaler toute trace de Christina et de sa voiture, qui avait des poignées manquantes sur les deux portes arrière, mais personne n'a fourni d'informations utiles. Ses relevés téléphoniques ont été vérifiés, mais ils n'ont montré aucune activité. Et comme il avait soit été éteint, soit été à court de batterie, il était impossible de la localiser de cette façon. Pendant 9 mois, l'enquête a stagné faute de nouvelles pistes, et les amis ainsi que la famille de Christina ont imaginé le pire. Puis, le 4 février 2015, la police de Lexington, dans le Kentucky, a arrêté une voiture dans une station-service Shell vers 1h30 du matin. En vérifiant les informations du conducteur dans la base de données du Centre national d'information criminelle, les agents se sont rendus compte qu'ils avaient retrouvé Christina après qu'un mandat d'arrêt ait été émis pour une affaire de substance illégale. Elle avait immatriculé la nouvelle voiture à son nom et il n'y avait donc aucun doute sur son identité. Elle a été renvoyée au Texas, où elle a été jugée pour possession de stupéfiants, mais le résultat du procès n'a jamais été rendu public. Numéro 6. Après sa disparition soudaine et inexplicable en 1984, on pensait que Petra Pacitka, âgée de 24 ans, avait été victime d'un acte criminel, et ses amis, ainsi que sa famille, étaient certains qu'ils ne la reverraient jamais. Mais ils se trompaient. À l'époque, Petra était étudiante en informatique et vivait à Brunswick, en Allemagne. On savait que le jour de sa disparition, le 26 juillet, elle s'était rendue à un rendez-vous chez le dentiste. Après quoi, elle prévoyait de rendre visite à ses parents. Elle est montée dans un bus pour Wolfsburg vers 15h cet après-midi-là. Et elle devait arriver environ 40 minutes plus tard. Mais ce soir-là, elle n'était pas arrivée chez eux et ne les avait pas contactés pour annuler la visite. Il serait révélé plus tard que Petra avait retiré de l'argent de son compte bancaire ce jour-là, puis avait demandé à son voisin de s'occuper de son oiseau de compagnie. Quand ses parents n'ont pas pu la trouver ni la joindre, ils ont signalé sa disparition et une vaste opération de recherche a été organisée. L'affaire a été présentée dans une émission criminelle allemande populaire dans l'espoir que quelqu'un reconnaîtrait Petra et fournirait de nouvelles informations et qu'elle serait enfin ramenée chez elle. Plusieurs grandes recherches ont également été menées, mais malgré cela, aucun indice supplémentaire n'a été trouvé. Et il semblait que Petra s'était tout simplement volatilisée. Sa famille et ses amis n'avaient aucune idée de ce qui lui était arrivé, et 3 ans plus tard, ils ont reçu une nouvelle qui les a dévastés. En 1985, un homme nommé Gunther K. a été condamné pour avoir mis fin à la vie d'une victime féminine. Le crime avait été commis dans la même région où Petra avait été vue pour la dernière fois. Et lorsqu'on a interrogé sur son cas en 1987, il a avoué qu'il avait également mis fin à sa vie. Mais il n'a pas pu dire à la police où se trouvait Petra, et son affaire n'a donc jamais été résolue. En l'absence de nouvelles pistes ou d'informations, on a supposé qu'elle avait effectivement perdu la vie. Et en 1989, elle a été légalement déclarée décédée. Le dossier a été classé, et selon toute vraisemblance, on a supposé que Petra avait eu des ennuis à un moment donné et qu'elle avait perdu la vie à cause d'un acte criminel. Il semblait que son affaire resterait à jamais non résolue. Mais en 2015, elle a pris un tournant des plus inattendus. En septembre de cette année-là, la police de Düsseldorf a reçu des signalements concernant un cambriolage. Lorsqu'ils sont arrivés sur des lieux, ils ont été accueillis par une femme qui s'est simplement présentée comme Madame Schneider, et on lui a demandé de fournir une pièce d'identité. La femme a alors admis que son vrai nom était en fait Petra Pacitka, et qu'elle faisait l'objet d'une enquête pour disparition depuis le milieu des années 80. Elle avait maintenant 55 ans, et avait vécu dans différentes villes à travers l'Allemagne pendant 30 ans. Elle n'a jamais ouvert de nouveaux comptes bancaires, n'utilisait que de l'argent liquide et subvenait à ses besoins grâce à ce qu'elle décrivait comme un travail illicite. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle n'avait jamais contacté sa famille, elle a simplement déclaré que des problèmes familiaux n'étaient pas la cause de sa disparition délibérée.
Mais elle a ajouté qu'elle n'avait aucun intérêt à retrouver ses proches. Numéro 5. Lorsqu'elle a été retrouvée vivante, après une épreuve éprouvante au cours de laquelle elle s'est perdue dans les bois, Lisa Terris, âgée de 25 ans, a déclaré aux médias qu'elle était reconnaissante et chanceuse d'être en vie, après avoir confié sa vie à la mauvaise personne. Lisa est originaire de l'Alabama et elle est légalement aveugle, ce qui rend son histoire d'autant plus remarquable. En 2017, elle étudiait la radiologie et son avenir semblait prometteur. Mais un jour, sa vie a pris un tournant inattendu. Elle passait du temps avec 2 hommes dans le comté de Bullock, et le trio a décidé d'aller dans les bois pendant un moment. Pendant qu'ils étaient là, les 2 hommes ont décidé de cambrioler un pavillon de chasse dans la région. Mais Lisa ne voulait pas en faire partie. La seule chose qu'elle pouvait faire était de s'éloigner des 2 hommes et de la scène du crime. Donc sa seule option était de courir dans l'obscurité de la forêt. Mais elle s'est alors perdue et n'a pas pu retrouver son chemin vers la civilisation. Lorsqu'elle n'est pas rentrée chez elle ce soir-là, sa famille a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas et a signalé sa disparition, en précisant que Lisa était légalement aveugle, ce qui la mettait en grand danger. Les 2 hommes l'avaient apparemment abandonnée dans la forêt, sans jamais la chercher. Et elle déclarera plus tard qu'elle avait clairement confié sa vie aux mauvaises personnes. Pendant qu'elle était dans la nature, elle continuait à chercher une maison ou quelqu'un qui se promenait dans la région, mais ses efforts étaient vains. Bientôt, plusieurs jours s'étaient écoulés et Lisa n'était pas plus près de rentrer chez elle. Elle avait faim, soif et était à la merci des éléments. Alors elle savait qu'elle devait faire tout ce qu'elle pouvait pour survivre jusqu'à ce qu'on la retrouve. Elle a commencé à chercher des baies et des champignons, ce qui lui a apporté un peu de nourriture. Elle tombait parfois sur des flaques d'eau boueuses qui soulageaient un peu sa soif, mais elle savait aussi qu'elle allait bientôt commencer à souffrir de déshydratation. À certains moments, elle a commencé à abandonner. Mais la pensée de ses amis et de sa famille restée chez eux lui a donné la force de continuer. Elle ne pouvait pas supporter l'idée de ne plus jamais être avec eux. Alors elle a continué à chercher de l'aide. À un moment donné, elle a trouvé une grosse racine qu'elle a utilisée comme bâton de marche. Mais étant malvoyante, cela allait être difficile alors qu'elle trébuchait à travers ces bois. Puis, 28 jours après s'être enfuie dans la nature, une femme nommée Judy Garner, qui conduisait sur la route 82, est tombée sur une Lisa, blessée et couverte de bleu, qui avait finalement trouvé son chemin jusqu'à une route. Elle était gravement déshydratée et au bord de l'inanition, mais après que Judy ait contacté les secours, Lisa a été emmenée dans un hôpital à proximité où elle a reçu les soins dont elle avait besoin. Il serait révélé plus tard que les 2 hommes en question s'étaient mutuellement accusés d'avoir mis fin à la vie de Lisa, ce qui a paru étrange aux enquêteurs. Il a ensuite été révélé qu'ils avaient tous consommé des substances illégales ce jour-là, et que cela était la principale cause de la disparition de Lisa, car cela l'avait rendue désorientée. Les 2 hommes ont été arrêtés pour cambriolage et détenus sous caution de 250 000 $, tandis que Lisa s'est complètement rétablie. Numéro 4. En 2017, Liang Xin-wei, âgée de 21 ans, et sa petite amie de 19 ans, Liu Chen-chang, vivaient dans leur maison en Corée, où ils étaient tous 2 étudiants en première année à l'Université nationale d'Onghua. Mais ils ont décidé de partir en voyage. Ils ont d'abord visité l'Inde, puis se sont rendus au Népal pour ce qui aurait dû être le voyage de leur vie. Ils se sont installés à Dading au début du mois de mars de cette année-là, alors que la région connaissait un temps très mauvais et glacial. Mais le couple n'allait pas laisser ces conditions météorologiques défavorables entamer leur morale. Et le 9 mars, ils ont décidé de partir en randonnée. On a supposé qu'ils voulaient simplement passer un peu de temps dehors, puisqu'ils avaient eu quelques problèmes. D'abord, une partie de leur bagage avait disparu. Et dans les jours précédant leur disparition, ils avaient commencé à se chamailler pour des broutilles. Liu a publié sur son profil Facebook qu'elle aurait préféré ne jamais partir en voyage. Mais elle a décidé de rester avec Liang. Ils restaient en contact avec leur famille, mais à partir du 10 mars, ils ont commencé à ne plus le faire. Cela a beaucoup inquiété leurs proches, car ils savaient qu'il avait neigé à Dading. Et ils ont contacté la police pour signaler 2 disparitions. L'affaire a été portée à l'attention de la police népalaise. Et dès le 15 mars, des recherches étaient en cours. La police a fait appel à 3 guides professionnels qui connaissaient très bien la région, même sous la neige la plus épaisse. L'hélicoptère a été mobilisé pour effectuer des recherches aériennes, et c'est alors qu'on a appris que le couple avait probablement fait une randonnée vers le village de Langtang, où ils prévoyaient de retrouver quelques-uns de leurs amis venus de Corée. La recherche ne s'est pas déroulée comme prévu, car de nouvelles chutes de neige ont entravé les efforts des guides. Pour aggraver les choses, la région a commencé à subir des avalanches régulières, ce qui a rendu les conditions encore plus dangereuses. Il sera révélé plus tard que le couple s'était perdu lorsque la région a été enveloppée de brouillard et qu'ils n'ont pas pu retrouver leur itinéraire prévu. Ils ont alors décidé de suivre une rivière, dans l'espoir de tomber sur un village dans la région.
Mais ils sont tombés du haut d'une cascade, où se sont retrouvés coincés dans une grotte, d'où ils ne pouvaient plus remonter. Ils avaient tous les deux subi de graves blessures à la suite de chutes, et étaient donc bien moins mobiles qu'ils n'auraient dû l'être. Ils ont survécu pendant quelques jours, avec des pommes de terre et des nouilles, mais leur nourriture a fini par s'épuiser, et ils ont essayé de rester en vie en buvant l'eau de la cascade. 47 jours après leur disparition, Long et Liu ont finalement été retrouvés. Mais malheureusement, Liu avait succombé aux éléments. Long dormait lorsqu'il a été retrouvé, et il a été évacué par hélicoptère à Katmandou, où il a reçu des soins pour la malnutrition, l'hypothermie et une grave blessure à la jambe. Il a déclaré qu'il avait à peine survécu aux conditions difficiles. Il avait perdu près de 20 kilos et n'aurait probablement pas survécu beaucoup plus longtemps sans la détermination des équipes de secours qui avaient repéré leur tente rouge de loin. Numéro 3. Parfois, ce qui est censé être une simple randonnée peut prendre une tournure très sérieuse, à cause de quelque chose d'aussi simple que de prendre un mauvais chemin. Ce qui est arrivé dans le cas de la disparition d'Edward Rosenthal. En septembre 2010, Edward, âgé de 64 ans, était originaire de Culver City, à Los Angeles, où il travaillait comme agent immobilier. Il avait également une passion pour la poésie, qu'il partageait souvent avec sa femme, Nicole Kaplan, ainsi qu'avec les participants lors d'événements publics. Il décida de passer un peu de temps dans la nature, et le 24 septembre de cette année-là, Edward arriva au parc national de Joshua Tree, en Californie, où il prévoyait de faire une courte randonnée d'une journée. La randonnée s'est d'abord déroulée comme prévu, et après avoir marché un certain temps, il décida de faire demi-tour et de retourner à sa voiture. Mais à un moment donné, il prit un mauvais chemin, et il ne tarda pas à se rendre compte qu'il s'était complètement perdu en pleine nature. Pour aggraver les choses, la région connaissait les températures élevées qui atteignaient souvent jusqu'à 100 degrés Fahrenheit. Sans assez d'eau, cela pouvait rapidement entraîner la déshydratation d'un randonneur perdu. Et comme Edward n'avait prévu de rester au parc qu'une seule journée, il savait qu'il se trouvait dans une situation grave. Nicole dira plus tard à la police qu'Edward s'était rendu au parc un jour plus tôt pour célébrer la vente d'une cafétéria de Los Angeles appelée Clifton's Brookdale, bien connue des habitants de la région. On savait qu'il était parti du terrain de camping Black Rock, ce qui était une information très utile lorsque les recherches ont commencé. Lorsqu'il n'a pas réussi à joindre Nicole, elle s'est inquiétée et a contacté les autorités. À l'insu de tous, Edward était parti dans la nature, en espérant croiser un autre randonneur ou un point de repère, mais il avait pris la mauvaise direction et s'éloignait de plus en plus de la civilisation. Heureusement, il avait pensé à emporter beaucoup de provisions, dont 4 litres d'eau, des encas, un sifflet, des fusées de détresse et une couverture de survie. Pendant plus d'une journée, il a essayé de retrouver son chemin jusqu'à sa voiture, et il a fini par descendre d'environ 600 mètres dans un canyon où sa nourriture et son eau se sont finalement épuisées. Il savait qu'il était dans une situation très difficile, et que marcher davantage ne ferait qu'aggraver sa fatigue. Il a donc décidé de trouver un bon endroit où il pourrait s'abriter et attendre que quelqu'un vienne le retrouver. Il a utilisé le sifflet qu'il avait avec lui, mais sans succès. Et lorsqu'il a essayé d'allumer ses fusées de détresse, il a été consterné de constater qu'elles ne fonctionnaient pas. S'étant résigné à son sort, il a décidé d'écrire son testament. Mais il s'est rendu compte qu'il n'avait pas de papier. À la place, il a utilisé son chapeau pour indiquer quel poème devait être lu à ses funérailles, tout en encourageant Nicole à partir en vacances comme il l'avait prévu. Il lui a aussi demandé de remercier certains de ses clients et a terminé son testament en disant à Nicole et à leur fille qu'il les aimait. Mais 6 jours après sa disparition, les secouristes ont finalement réussi à le retrouver. Il a été emmené au High Desert Medical Center où il a reçu des soins et a finalement complètement récupéré, au grand soulagement de sa famille qui avait participé aux recherches pour le retrouver. Numéro 2, en octobre 2016. Andrew Gaskell, âgé de 25 ans, a disparu alors qu'il faisait une randonnée en Malaisie. Et aujourd'hui, il se considère très chanceux d'en être sorti vivant. À l'époque, Andrew vivait à Hobart, en Tasmanie, en Australie. Il travaillait comme ingénieur civil, mais il avait prévu de faire quelques changements dans sa vie, ce qu'il a fait avant de disparaître. Il sentait que son travail ne lui apportait que très peu de satisfaction. Et même s'il appréciait travailler avec son patron et ses collègues, il avait besoin de faire des changements pour assurer son propre bonheur. Ainsi, il a quitté son emploi en août de cette année-là et a commencé à planifier un voyage à travers l'Asie pour se retrouver. Il prévoyait de voyager vers l'ouest pendant ce qu'il a décrit comme une période indéterminée, car il voulait découvrir autant de cultures différentes que possible. Une fois ses plans établis, il s'est rendu à Kuching, sur l'île de Bornéo, en Malaisie, le 2 août. Le 18 de ce mois-là, il se trouvait dans le parc national de Bako, où il a passé du temps à faire de la randonnée et à profiter de la nature qui l'entourait. Le 27 août, il a visité le barrage de Bengu, au Sarawak, après quoi il s'est progressivement dirigé vers une ville appelée Sibu.
On savait qu'il se trouvait dans cette région le 15 septembre et au 1er octobre, il était arrivé au parc national. Il a ensuite fait une randonnée jusqu'au parc national de Nia, où il est arrivé le 9 octobre, et il y a passé 6 jours avant de partir en randonnée vers le parc national de Gunung Malu, où il allait soudainement disparaître. Sa famille a ouvert un dossier de disparition, et les recherches ont rapidement commencé. Il sera révélé plus tard qu'il n'avait emporté des provisions que pour une seule journée. Et lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était perdu, Andrews savait qu'il devait réagir rapidement. Au fil des heures qui se transformaient en jours, il a commencé à chercher de la nourriture. Mais pendant les 10 premiers jours, il n'a rien trouvé. Il avait commencé à s'affaiblir, mais il est alors tombé sur des baies, des bananes sauvages et des fougères sauvages qu'il a mangées pour rester en vie. Il tombait régulièrement sur des sources d'eau et a pu rester hydraté malgré le fait qu'il avait très peu à manger. Pendant ce temps, les équipes de secours ne parvenaient pas à retrouver André, et sa famille a commencé à s'inquiéter qu'il ne soit jamais retrouvé. À un moment donné, il est tombé sur un sentier de randonnée dans Hayden Valley, qu'il a suivi. Et sans qu'André le sache, il était en train de retourner vers Camp One, dans le parc. Il s'était blessé au pied et avait été mordu par de nombreux insectes. Lorsqu'il a finalement été retrouvé, les secouristes ont remarqué qu'il était émacié et faible, et ils ont estimé qu'il n'aurait pas survécu beaucoup plus longtemps sans nourriture et abri approprié. Il a été évacué par hélicoptère vers la ville de Muri, où il a reçu des soins et a finalement complètement récupéré. Sa famille a remercié tous les secouristes impliqués, déclarant qu'André n'aurait probablement pas survécu s'ils avaient cessé de le chercher. Numéro 1. L'outback australien est l'un des endroits les plus impitoyables sur Terre. Et c'est ici qu'une étudiante de 19 ans, nommée Jamie Neal, a disparu en 2009, commençant une épreuve qu'il n'oubliera probablement jamais. Jamie venait tout juste d'obtenir son diplôme de fin d'études secondaires lorsqu'il a décidé de prendre une année sabbatique avant de commencer ses études en administration publique et en politique. Il vivait à Muswell Hill, dans le nord de Londres, lorsqu'il a décidé de partir en Australie. Et il s'est envolé le 22 juin de cette année-là. Il prévoyait de voyager au Laos, au Vietnam et au Népal. Et il devait rentrer à Londres en septembre afin de commencer ses études à l'université d'Exeter. Il est arrivé à Katoomba, en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, le 2 juillet. Et là, il a pris une chambre dans une auberge de jeunesse. Des témoins l'ont vu quitter l'auberge vers 9h40 le lendemain matin, mais il n'est pas revenu, ce qui a inquiété le propriétaire de l'auberge. La chambre de Jamie a été vérifiée, et à l'intérieur, ils ont trouvé son téléphone portable, des papiers personnels, son passeport et d'autres effets personnels. Il était censé participer à une visite d'un réseau de grottes à proximité quelques jours plus tard, mais il n'est jamais arrivé. Par conséquent, il a été signalé comme disparu, et lorsque sa famille a été informée de sa disparition, ils ont vérifié ses emails et ses comptes bancaires qui n'avaient enregistré aucune activité. Une fois sa disparition confirmée, les recherches pour retrouver Jamie ont rapidement commencé. La police a été aidée par les équipes de pompiers et de secours, ainsi que par des hélicoptères qui ont effectué des recherches aériennes. Le service des parcs nationaux a également participé à ces efforts, mais ils n'ont trouvé aucune trace de lui, ni des objets qu'il avait emportés avec lui. Son père, Richard Cass, s'est envolé pour l'Australie afin d'aider aux recherches, et il a ensuite publié une photo de Jamie portant un sac à dos bordeaux distinctif sur le dos. On savait qu'il l'avait avec lui lorsqu'il est parti de l'auberge de jeunesse ce jour-là, et on espérait que quelqu'un se souviendrait l'avoir vu avec Jamie, ou quelque part, sur un sentier. Pendant ce temps, Jamie s'est rendu compte qu'il s'affaiblissait rapidement, après avoir été perdu dans la nature pendant plusieurs jours, et il s'est résigné au fait qu'il allait mourir de faim. Il a donc commencé à se préparer. Il a commencé à écrire des lettres d'adieu à sa famille et à ses amis, et il est finalement tombé sur des orchidées à langue, dont les graines lui ont apporté de quoi subsister. Plus tard, il se souviendrait de la façon dont il s'était perdu. En priant pour être secouru, il s'est rendu compte qu'il avait commis une erreur en omettant de s'enregistrer auprès des autorités avant de partir dans la brousse. Il avait vu plusieurs panneaux incitant le public à le faire, mais comme il ne prévoyait de randonner que quelques heures, il avait décidé de ne pas le faire. 12 jours après s'être perdu, Jamie a finalement été retrouvé lorsqu'il est tombé sur une tente utilisée par un groupe de randonneurs sur le sentier Narrow Neck Fire Trail. Il a été transporté à l'hôpital où il a reçu des soins avant de rentrer chez lui à Londres. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Mais je m'appelle Ty Notts et on se retrouve dans la prochaine vidéo.